j'espère que vous êtes prêts pour un épisode très vulnérable, un épisode storytime, un épisode qu'on m'a beaucoup demandé. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler, vous avez compris vu que vous avez cliqué sur le titre de cet épisode, on va parler de ma libération sexuelle. Ça va faire 2 ans et je suis enfin prête à aborder le sujet et à vous raconter ce qui s'est passé. Alors ça va être un épisode story time. Ensuite, on va passer sur qu'est-ce qui s'est vraiment concrètement passé et comment vous pouvez vous aussi appliquer tout ce qui s'est passé à ma situation dans votre vie. Donc je vais vous donner des tips pratico-pratiques. Et ensuite, on va faire un point astro sur... Il y a une autre personne qui est concernée. Donc on va parler de son thème astral. On va parler de notre thème astral à nous deux. Enfin, on va parler de notre synastrie parce qu'il y a quand même des trucs de ouf. Et on va parler de ce qui se passait au niveau des transits, parce que ça aussi, c'est quand même assez ouf, ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire cet épisode, parce que l'histoire, en fait, j'y repense très souvent à ce qui s'est passé, et je me dis vraiment, tu sais, il y a des moments dans ta vie où il se passe des choses tellement fortes et tellement incroyables que t'as pas du tout contrôlé ou que t'es pas du tout venu chercher. Et tu regardes en arrière et tu te dis mais en fait ça c'est incroyable, en fait. Ça c'est ouf ce qui s'est passé. Parce que au final, et je vais vous raconter un petit peu aussi d'où je viens. Et voilà, mais l'histoire elle est très cool, elle est très croustillante, et c'est marrant parce que il y a plusieurs épisodes, il y a plusieurs podcasts qui racontent un peu des histoires croustillantes comme ça d'amour et de sexualité. Et je me suis dit, en fait, ce serait drôle que j'aille sur un de ces épisodes, dans un de ces podcasts, pour raconter mon histoire. Et après, en fait, au final, j'ai jamais été demandé à qui que ce soit quoi que ce soit, parce que j'ai un podcast, donc en fait, je peux raconter cette histoire sur mon podcast. Voilà, tout simplement. Donc ça va être un peu une story time. Je pense que la première partie, ça va vraiment être, voilà, prends-toi un thé, ou alors garde cet épisode pour ta hot girl walk, ou voilà, parce que je pense, aller dans les détails. Alors, disclaimer, on va parler de sexe, d'accord ? Je vais pas forcément avoir de filtre, je vais pas... Voilà, donc si jamais t'es quelqu'un de très sensible, ou si t'es très jeune, ou s'il y a des enfants à côté de toi, c'est peut-être pas le meilleur épisode pour aujourd'hui. Voilà. Donc je fais ce disclaimer maintenant. Je vais peut-être parler un peu crûment. Voilà. Donc si t'es quelqu'un, voilà, si t'es très sensible, si t'as un sujet que t'as pas trop envie de creuser, si t'es pas prêt, il y a pas de souci. J'ai beaucoup d'autres épisodes de podcast pour toi. Je pense que s'il y a des enfants très jeunes avec toi, c'est peut-être pas non plus idéal. Donc, j'espère que vous êtes prêts, les gars. Alors, je fais un petit coucou à la personne grâce à qui je fais cet épisode aujourd'hui, qui se reconnaîtra. Puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait un moment que j'hésite à faire cet épisode et que je me disais, je le fais pas, c'est quand même très vulnérable. Et en même temps, je pense que déjà, c'est une histoire qui est incroyable, je trouve. Vous me direz, après avoir écouté ça, vous me direz si vous trouvez aussi que c'est incroyable, parce que ça, clairement, c'est un contrat d'âme. Voilà, ce qui s'est passé là, c'est un contrat d'âme, c'est sûr et certain. Et l'univers m'a servi tout ce qui s'est passé sur un plateau d'argent pour m'aider de façon exponentielle. Donc c'est juste ouf, en fait. Et j'avais aucune idée. Genre vraiment, j'ai rien cherché, j'ai rien demandé, j'avais aucune idée. Donc déjà, je trouve que cette histoire, elle est magique. Et je pense que grâce à ça, en fait, j'ai appris énormément de choses, du coup. Et je peux vous donner aussi des tips pour vous aider. Voilà, et évidemment on va faire un point astro parce que c'est le but et que l'astro est hyper aligné avec tout ce qui s'est passé. Petite parenthèse, évidemment, avant de commencer l'épisode, le workshop Astro 2026 est officiellement sorti, donc tu peux te le procurer, il est sorti hier, je le mettrai juste en dessous dans les notes du podcast et dans la barre d'infos sur YouTube. C'est le workshop qui va t'aider à capter exactement comme en 2026, une année de malade. Si tu as commencé à écouter les épisodes du dimanche, donc pour rappel, je vais faire un épisode tous les dimanches pour vous parler des transits 2026, c'est une année qui va vraiment nous secouer, et 2025 était un peu un avant-goût, mais 2026 va être encore plus fort, encore plus puissante. Et tous les transits qu'on va avoir en 2026, ils vont venir nous impacter pour les années à venir. Donc, je vais pas forcément faire de workshop l'astro de 2027, l'astro de 2028, etc. Je fais ce workshop l'astro de 2026
parce que c'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire. L'année passée, j'en ai pas fait. Mais cette année, en fait, ça va être tellement fort, tellement puissant que je me suis dit, il faut absolument que je crée quelque chose pour vous donner les clés parce que l'astro, c'est tellement puissant. Mais c'est vrai que l'étude des transits, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour les aider à un niveau personnel? Parce que, évidemment, les podcasts que je fais, ça vous aide à un niveau plus collectif. Ça vous aide à comprendre les énergies de façon globale. Mais grâce à ce workshop, vous allez pouvoir prendre toutes les énergies de l'astro de 2026, donc Neptune, Saturne en bélier, Uranus en gémeaux, Pluton en verseau, l'axe des nœuds lunaires sur l'axe lion-verseau, Jupiter en lion, etc., etc. D'accord? Donc tout ça, et aller regarder exactement comment ça va vous impacter sur votre thème astral, dans quelle maison ça tombe, quelle planète dans votre thème ça vient toucher. Et là, en fait, je vais tout vous détailler. Donc, même si vous êtes débutant, même si vous n'êtes pas trop chaud avec les transits en astro, vous allez pouvoir comprendre. Je vais rendre ça accessible à tout le monde. Donc, c'est juste incroyable. Voilà, c'est un travail de titan, c'est un travail de dingue. Je suis en pleine création de ce workshop. J'y mets tout mon cœur et toute mon âme, comme d'habitude, bien évidemment. Mais je pense que c'est honnêtement le workshop le plus puissant que je vais créer parce que ça va vous donner des clés tellement concrètes pour comprendre exactement comment 2026 va vous impacter selon votre thème astral. Et ça, c'est juste ouf. Voilà, donc je vous laisse aller checker ça. C'est le premier lien. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. Alors, déjà, je pense qu'il faut juste que je donne un peu de contexte parce qu'on ne vient pas tous du même endroit au niveau de notre sexualité. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Donc la mois avant, je dirais novembre 2023. Alors il y a eu du progrès avec les années. C'est vrai que j'ai commencé petit à petit à me libérer, je dirais à partir de 2021. Voilà, j'ai commencé à me libérer, même un petit peu avant ça. Mais avant, donc, j'ai grandi, en fait, j'ai été éduquée avec un rapport au corps et à la sexualité qui était complètement tabou. Le sexe, c'était sale, c'est mauvais, c'est mal. J'ai pas le droit d'aimer le sexe. Si j'aime le sexe, je suis une mauvaise personne. J'ai pas le droit de l'aimer. Et du coup, quand je ressens des désirs, c'est parce que je suis une mauvaise personne, etc. Voilà, c'est un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. Et étant une personne assez sexuelle quand même, j'ai la maison 8 en Scorpion, je suis ascendant bélier, j'ai Eros en bélier. Enfin, il y a pas mal de placements dans mon thème astral. Je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé le sexe, mais c'est vrai que je pouvais même pas dire le mot sexe, je pouvais pas parler de sexualité, je pouvais encore moins assumer mes désirs et encore moins accepter mes désirs, mes fantasmes. C'était impossible. Donc il y avait vraiment ce truc de attraction-répulsion. Je le veux parce que mon corps le veut, je peux pas me l'autoriser. Voilà. Ce que ça a donné en fait en grandissant, c'est que j'ai perdu ma virginité quand même. Bon, après, j'ai pas envie d'émettre de jugement de valeur, mais c'était quand même pas jeune. Et en fait, voilà, je vais juste dire ça. J'aurais voulu perdre ma virginité plus tôt parce qu'en fait, j'avais envie de commencer à faire l'amour, j'avais envie de commencer à être active sexuellement, mais je me l'autorisais pas. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de bon âge pour perdre sa virginité. On n'est pas jeune, on n'est pas âgé. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est vraiment juste que je le voulais, mais je ne me l'autorisais pas. Voilà. Et si j'étais pas complètement bloquée au niveau de ma sexualité, j'aurais perdu ma virginité bien plus tôt. Voilà. Et du coup, au moment où j'ai perdu ma virginité, j'étais très mal à l'aise avec ma sexualité. Je pleurais après les rapports. Je me sentais tellement coupable, j'y pensais, j'avais des pensées très très négatives par rapport à ce que je faisais et en même temps j'en mourais d'envie mais je me l'autorisais pas et ça s'est pas trop amélioré. Donc voilà, les années qui suivent pendant ma vingtaine, je pouvais passer des années et des années et des années sans aucun rapport, sans rien parce que je me l'autorisais pas, parce que je pensais que c'était mauvais, parce que j'étais tellement programmée en fait à penser que le sexe c'était mal, que c'était sale, que c'était impossible, c'était inenvisageable. Donc le dating pendant ma vingtaine, ça a été très compliqué parce qu'en fait je faisais des dates et au bout d'un moment tu vois, tu commences à sortir avec quelqu'un, il y a le moment où on commence à se chauffer, etc. Et en fait moi je retardais le moment, je repoussais et ça m'arrivait en fait de jamais m'autoriser à avoir un rapport avec quelqu'un, avec un homme puisque je suis hétérosexuelle, parce qu'en fait j'arrivais pas, j'étais complètement bloquée et c'était impossible pour moi de prendre du plaisir. Alors, quand j'étais toute seule, quand je me masturbais, alors c'est marrant parce que c'est un peu paradoxal, mais j'ai commencé à me masturber très très jeune parce que j'ai découvert mon clitoris quand j'étais petite fille. Voilà, je devais avoir peut-être 7 ans.
j'ai découvert mon clitoris, je sais même plus comment en fait. Et en fait, depuis l'âge de 7 ans, je me touche et je me touchais quasiment tous les jours parce que ça me faisait du bien. Voilà. Donc en fait, j'ai commencé à jouir très tôt, mais avec moi-même. Et c'est vrai que, alors à 7 ans, j'étais pas encore, donc il y avait pas le sujet de la sexualité n'était pas un sujet quand j'avais 7 ans. Et puis donc je le faisais naturellement, tu vois, genre tu prends du plaisir, tu commences à le faire, etc. Donc je le faisais tous les jours. Des fois, je me rappelle même que à cet âge-là, des fois, je le faisais même plusieurs fois par jour. Et c'est en étant adolescente qu'on a commencé à me mettre des idées dans la tête, comme quoi c'était mal, comme quoi c'était mauvais. Puis je vous rappelle aussi un truc, les gars, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était avant. Moi, j'ai grandi dans les années 90, c'était slut shaming fois 1 million. Les femmes qui couchaient, c'est des salopes, c'est des putes, elles n'ont pas le droit, machin, machin, tout ce que tu veux. Voilà, donc à l'école, c'était vraiment ça, en fait. On pointait du doigt les meufs qui étaient plus vierges. Voilà, c'était vraiment ça. Donc c'est un peu le contexte dans lequel j'ai grandi, en dehors aussi de tout ce qui m'a été inculqué dans mon éducation. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je suis devenue adolescente, c'était genre, ah, ok, du coup, j'ai quand même envie de me toucher, mais je peux pas le faire, c'est horrible, c'est mal, c'est sale, je suis une mauvaise personne. Donc, je reviens un petit peu sur ça. Donc, en fait, c'est vrai que je me touchais quand même et j'arrivais à jouir, mais seulement avec moi-même. J'avais jamais joui avec quelqu'un d'autre. J'avais jamais vraiment réussi à prendre du plaisir. Et c'est vrai que pendant ma vingtaine, la question, c'était vraiment en mode, est-ce que je vais réussir à aimer ça un jour? Genre vraiment? Mais je me posais vraiment cette question, les gars. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment je vais aimer avoir un rapport sexuel avec un homme un jour? Est-ce que vraiment un jour je vais trouver ça bien? Et j'avais même, j'avais des peurs, j'avais un peu la phobie du corps masculin. Il y avait quelque chose qui m'attirait, mais en fait, à chaque fois que je voyais un homme nu, j'étais genre, je sais même pas comment expliquer ce que je ressentais, mais c'était de l'effrayement limite. J'étais genre effrayée un petit peu pour le contexte. Alors, avec le temps, avec le développement de ma spiritualité, de mon rapport à mon corps qui s'est amélioré, parce que faut aussi dire qu'à cette époque-là, voilà, j'étais dans les TCA, donc il y avait une déconnexion de ma sexualité, mais il y avait aussi une déconnexion de mon corps totalement, puisque je haïssais mon corps, je punissais mon corps, enfin voilà, moi j'avais un rapport à mon corps en général qui était genre catastrophique. Et en fait, au moment où j'ai commencé à guérir des TCA, ça a commencé à aller un petit peu mieux au niveau de ma sexualité, donc je commençais petit à petit à m'autoriser. Mais vraiment, c'était toujours pas ça. Au niveau du plaisir, c'était toujours pas ça. Au niveau d'assumer mes envies, c'était absolument pas ça. Ensuite, bon, après, j'ai été en couple. C'était toujours pas ça. Voilà. Parce que. Mais c'est pas. En fait, je mets pas du tout la faute sur mes partenaires. C'est vraiment qu'en fait. J'arrivais pas à communiquer, j'étais complètement bloquée au niveau de ma communication. En fait, j'arrivais à me faire jouir moi-même. Donc techniquement, quand tu arrives à te faire jouir toi-même, pourquoi quelqu'un d'autre n'arriverait pas aussi à t'aider à atteindre cet état de jouissance? Mais c'est juste que c'était impossible pour moi de dire ce que j'aimais, de mettre des mots sur mes envies, ou même de prendre sa main et de lui dire j'aimerais bien que tu fasses ça comme ça. Pour moi, c'était inimaginable de pouvoir parler de mes fantasmes inimaginables, de pouvoir essayer inimaginable, tester quoi que ce soit de nouveau inimaginable. Voilà, j'étais complètement bloquée. Et j'ai énormément de compassion pour la Amina de cette époque-là parce que voilà. Et aujourd'hui, il y a vraiment eu un saut quantique, hein, vraiment entre moi avant et moi maintenant, il y a eu un saut quantique et voilà, il y a eu un événement déclencheur, il y a eu une rencontre déclencheuse, comme je l'ai évoqué. Donc voilà où j'en étais. Je me sépare de mon ex-partenaire, je décide. Donc si vous avez suivi l'histoire, j'habitais avec mon ex-partenaire, on a été ensemble pendant 2 ans, donc ma dernière relation. On a été ensemble pour une relation très belle, très saine. On était juste plus faits pour être ensemble, voilà. Et du coup, donc on habitait ensemble à Lisbonne. C'est à Lisbonne d'ailleurs que j'ai lancé J'aime trop ton signe en 2020. Voilà, donc j'habitais là. J'ai habité à Lisbonne pendant 3 ans. Et puis on se sépare. Et donc moi, je me dis, bon, je retourne à Bali. Voilà, je retourne à Bali. Et donc j'arrive à Bali en octobre 2023. Donc ici à Bali, à Canggu. Et je réserve en fait, c'est en fait tout ce qui s'est passé juste ouf. Voilà, je réserve par hasard, je tombe sur Airbnb sur un co-living space. À la base, je cherchais une villa pour moi-même. Et en fait, je tombe sur cet espace de co-living space. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que je tombe sur ce co-living pendant ma retraite ayahuasca. Donc, au final, tout a été orchestré par l'univers, en fait. Genre, vraiment, il y a tout qui... Enfin, les synchronicités, c'est juste malade. Donc, je suis en retraite ayahuasca après ma rupture.
pour, voilà, process tout ce qui s'est passé, purger, me reconnecter à moi-même et cetera. J'ai déjà fait plusieurs épisodes où je parle de mon travail avec les plantes médecines et cetera. Je peux en reparler si vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Voilà, pour moi, ça a été incroyable et hyper transformateur. C'est absolument pas pour tout le monde. Mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, j'étais en retraite à ayahuasca. Et là, je suis acceptée dans ce co-living. Donc, si tu sais pas ce que c'est qu'un co-living, en gros, c'est une immense propriété où il y a plusieurs chambres et tu peux voilà, louer ta chambre pour plusieurs semaines. Et en fait, tu vis avec d'autres personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit que toi. Et là, c'était vraiment plus un co-living en mode entrepreneuriat slash pour toutes les personnes qui travaillent en ligne. Voilà, donc ici à Bali. Donc je suis acceptée dans ce co-living et je me dis trop cool, je vais pas être seule, au moins je vais pouvoir rencontrer des personnes qui sont alignées avec moi, avec ce que je fais dans mon travail, etc. Évidemment, j'étais pas trop en mode dating parce que en fait, la raison pour laquelle je suis venue à Bali, donc à la base, j'avais réservé 6 semaines à Bali. J'avais pas forcément l'intention de rester, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé juste après, très brièvement, parce que c'est pas aussi le sujet de cet épisode. J'étais pas en mode dating, hein. J'étais pas en mode wouh, je vais trouver l'amour de ma vie. J'étais vraiment en mode je vais guérir mon petit cœur parce que je viens juste de rompre, voilà, et j'ai besoin de me reconnecter à moi et j'ai besoin de faire un travail sur moi, etc. Voilà. Donc j'arrive dans ce co-living, je suis là-bas pendant 1 semaine, je kiffe ma life, c'est incroyable. Si tu me suivais déjà à cette époque, tu te rappelles, il y avait une piscine de fou, enfin c'était magique, vraiment. Et un jour, voilà, j'arrive dans la cuisine, il y avait une cuisine commune. Et là, je vois un jeune homme dans cette cuisine. Donc c'était juste avant Thanksgiving, donc c'était au mois de novembre 2023. Et en fait, avec toutes les personnes qui habitaient là-bas, donc on était, je pense, 8. On était tous assez proches. On se parlait, on mangeait ensemble le soir, on faisait des soirées jeux. C'était vraiment très cool. Enfin, genre vraiment, vraiment une très bonne communauté. Et là, je vois un nouveau jeune homme dans la cuisine. Je pense que tu vois où ça commence à arriver. Et je vois ce jeune homme et je lui dis salut. Et là, il me dit salut. Et je fais ah. Et il est anglais. Alors, peut-être que tu sais, j'ai un truc avec les anglais. Genre vraiment, l'accent anglais, voilà, j'ai un truc. Et du coup, il était mignon, tu vois, mais il n'était pas non plus extraordinaire. Et je suis là, ah ok, bon, bah, il est anglais, c'est cool. On commence à discuter vite fait. Mais le mec, il est un peu chelou. Dans le sens où, alors, il est verso. Il me l'a dit tout de suite d'ailleurs. C'est marrant, il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis astrologue. Et il m'a dit, ah, je suis verso. J'étais là, ok. Mais il était vraiment genre, il est très très verso, les gars. Alors, cet homme est très très verso. On en reparlera juste après. Mais il était un peu genre, c'était un peu le mec, il fait sa life, tu vois. C'était pas du tout le mec qui essayait de s'inclure à nous. Et en fait, il était super sympa, hyper sociable. Mais c'est vrai qu'il faisait un peu ses plans dans son coin. Et des fois, il passait à côté de nous sans nous dire bonjour. Enfin voilà, il était un peu dans son monde, quoi. Anyway, du coup, on fait Thanksgiving et là, en fait, on commence vraiment à devenir potes. Mais genre vraiment potes. Et moi, genre, à aucun moment, je me suis fait des films sur lui. À aucun moment, à ce moment-là, hein, à ce moment-là. Donc ça, c'était quelques jours après notre rencontre. On devient vraiment potes, on commence à discuter. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent, de très intéressant. Il est écrivain. Voilà. Très, très intelligent. Il stimulait ma lune en Gémeaux++. Mais on était vraiment genre potes, tu vois. Genre vraiment, je me doutais de rien, voilà, c'était vraiment. Et puis en fait, il y avait d'autres mecs aussi dans la villa et on était vraiment en mode, c'était friends, tu vois, mais on était vraiment genre, je sais pas, c'était trop cool, on était tous potes et on faisait des soirées jeux, on dînait ensemble, on avait un groupe WhatsApp, on s'écrivait, on s'envoyait des blagues, etc. Enfin, c'est vraiment génial et ça m'a fait trop du bien après ma rupture de vraiment genre développer des amitiés aussi avec des hommes comme ça. Donc voilà. Alors ensuite, il y a Thanksgiving. Et là, on commence à se rapprocher un petit peu. Alors, on était beaucoup à Thanksgiving. On était genre, je pense, 15, 20. On a fait une soirée jeu exceptionnelle où on s'est trop marré. On a joué au top 10. Si tu connais le top 10, meilleur jeu du monde. Voilà. Donc, j'ai découvert top 10 à ce moment-là. Je suis tombée genre red dingue du top 10. C'est mon jeu préféré au monde. J'adore le top 10. Enfin bref, voilà. Si tu connais pas le top 10, va checker parce que ça va peut-être devenir ton jeu préféré. Et du coup, on joue au top 10. On se marre trop. Et je commence à me rapprocher un petit peu de lui. Voilà, on commence à se rapprocher un petit peu. Et puis, il y a un moment donné où on commence à s'envoyer des messages en dehors du groupe. Alors, c'est moi qui ai commencé, mais je l'appréciais vraiment bien. Mais jusqu'à ce moment-là, genre, aucune idée derrière la tête, surtout que physiquement, en fait, c'est pas mon style.
Voilà, c'est pas mon style de mec. Il est british, il est attirant, il est attirant, mais c'est pas mon style de mec. Il représente rien du tout de ce que je cherchais. Et en plus de ça, je vous rappelle que j'étais pas du tout en mode dating, hein. J'étais vraiment pas du tout en mode dating. Je sortais d'une relation de 2 ans, enfin voilà, j'étais en mode, voilà. On commence à s'envoyer des petites blagues par message, on s'écrit un petit peu, etc. On se croise, sans plus. Il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant. Il y a un moment où je me suis fait frapper par la foudre. Mais alors vraiment, les gars, genre, il y a des moments comme ça dans ma vie où j'ai vraiment l'impression de m'être frappée par la foudre. Alors, il y a eu le moment où j'ai découvert l'astrologie. Et franchement, c'est similaire. C'est une vibe similaire. Waouh. En fait, on avait un rétroprojecteur incroyable. Non, mais vraiment, c'était une vibe, ce co-living. On avait un immense canapé à l'extérieur. Genre vraiment immense, immense, qui pouvait accueillir genre 15 personnes. Et on avait de temps en temps des soirées films. Donc on demandait voilà, au manager, est-ce qu'on peut faire une soirée film? Et il louait un rétroprojecteur et on faisait des soirées films à Bali, à l'extérieur, sur ce canapé incroyable. Enfin bref, une vibe incroyable. Et du coup, on fait cette soirée film. Et là, je sais pas ce qui se passe, mais je commence à me sentir attirée par lui. Un peu out of nowhere, tu vois, genre un peu sorti de nulle part. Et là, je fais bon. En fait, il était à côté de moi. J'étais là, ok. Sur le canapé, on se touchait pas, hein, mais voilà, il était juste à côté de moi. Je repense à ce moment. Donc on regarde le film est cool, je me rappelle même plus le film qu'on a vu. Mais la réalité des choses fait que moi, j'arrive pas à me concentrer sur le film parce qu'il est à côté de moi. Et je commence à ressentir un peu d'électricité. Et je suis là, qu'est-ce qui se passe? Donc le film se termine, tout le monde se barre, sauf lui, moi et un autre mec, un autre pote à nous. Et là, on commence à discuter. Et là, en fait, je lui dis, mais j'ai envie de voir ton thème astral, t'as ton heure de naissance, machin. Et là, les gars, la puissance de l'astrologie, hein. Je vois son thème astral. Et c'est comme si je capte exactement ce qui allait se passer entre nous. Et je capte, mais de façon très inconsciente, hein. Mais il s'est passé un truc quand j'ai vu son thème astral. J'ai tout de suite vu, je me suis dit, mais pas consciemment. Encore une fois, c'était vraiment très inconscient, mais c'est comme si j'ai vu son thème astral et boum, je suis passée dans une autre dimension. C'est inexplicable. Genre vraiment, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais j'ai vu ça et je commence à lui parler de son thème. Et là, en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe de son côté aussi. Je le sens intéressé. On se regarde dans les yeux, on discute. Et là, en fait, l'autre mec, il se barre et il m'a dit plus tard. Il m'a dit après, donc pas sur le moment, mais plus tard, quelques mois après. Il m'a dit « Waouh, j'ai senti tellement de tension sexuelle entre vous que je me sentais mal à l'aise de rester. » Voilà. Donc, pour vous parler un petit peu de ce que j'ai vu dans son thème astral, parce que pour moi, c'était évident dès le début. Donc, on a un Mars en Vierge qui est opposé Saturne, carré Pluton. Je vais parler plus en détail de ce que ça implique plus tard. Mais alors, il y a d'autres choses. Enfin, voilà, il y avait la Lune en Balance, conjonction Vénus-Jupiter en maison 2. Enfin, voilà, plein de choses, mais qui sont pas vraiment utiles. Alors, ascendant Scorpion aussi, quand même. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis devenue obsédée par cet homme. Mais pas obsédée en mode je le kiffe, j'ai envie qu'on vive une histoire d'amour. Pas du tout. J'étais obsédée par le fait de baiser avec lui. Voilà, je suis désolée, j'ai pas d'autres mots. C'était ça. C'était exactement ça. J'étais obsédée. Je me suis dit, il faut qu'il se passe un truc. Je sais pas pourquoi. Il m'a retourné, il m'a rien fait, il m'a jamais touché. Mais il y avait une tension sexuelle que j'avais jamais ressentie de ma vie auparavant. J'avais jamais senti une tension sexuelle comme ça. Jamais. Et je me suis dit, il faut absolument qu'il se passe un truc. Et là, en fait, faut que vous vous rappeliez, c'est que moi, j'étais pas là, enfin, il me restait 2 semaines. J'étais en mode, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Il faut que je fasse l'amour avec ce mec. Il faut qu'il se passe un truc. Je me suis sentie consommée par lui. Ça veut dire en fait que quand je traînais dans la propriété, que j'étais pas dans ma chambre et que je le voyais sortir de sa chambre, j'avais l'estomac retourné. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à me concentrer sur mon travail, j'arrivais à rien faire. En fait, j'étais complètement obsédée par l'idée d'avoir un rapport sexuel avec ce mec. Et alors, c'est pas pour rien, vraiment, parce que il s'est passé quelque chose au niveau de mon âme, il y a eu une reconnaissance karmique. Très clairement, je vais vous expliquer après. Et voilà, donc, moi, je suis là en mode, qu'est-ce qui se passe? Et moi, enfin, je l'ai déjà évoqué quelques fois en story, je suis timide, les gars. Genre, à aucun moment, en fait, faire le premier pas, ou genre, entamer quoi que ce soit, c'était genre,
tellement dur et lui, il faisait rien. Genre, il était normal, quoi. Il était son weirdo Aquarius self. Voilà. C'est juste... il a rien changé. Donc, on commence à s'écrire. Alors, je commence à lui écrire un peu plus. Voilà. Je commence gentiment, mais voilà, je déclare pas mes ardeurs. Je commence vraiment en mode friendly. Je commence à lui écrire un peu plus. Il y a eu un moment où donc il était en train d'écrire un roman. Donc, il a écrit un roman d'ailleurs. Je sais pas s'il a été publié parce qu'on n'en a pas reparlé. Mais il était en train d'écrire un roman. Et il passait beaucoup de temps à écrire, il passait des nuits entières parfois à écrire. Et il m'envoyait des chapitres. Et comment vous dire que je les dévorais, ces chapitres, parce que déjà, c'est un excellent écrivain, il écrit très très bien. Et le premier chapitre qu'il m'a envoyé, j'oublierai jamais, c'était le chapitre d'un premier baiser. Alors, il n'y avait rien de sexuel, mais c'était un premier baiser et c'était, en fait, la manière dont il écrivait. Je ne sais pas si vous avez déjà daté des personnes qui sont artistes ou qui écrivent ou voilà. Mais en fait, quand j'ai lu ce qu'il a écrit, je me suis dit, s'il écrit comme ça veut dire qu'il sait s'y prendre. Alors, tu vois, je me suis dit, waouh, si la manière dont il avait... Faudrait que je retrouve... En fait, j'ai très envie de relire... Faudrait que j'essaye de retrouver... J'ai envie de le relire, là. J'ai envie de le relire pour me rappeler de ce moment. Mais je me rappelle, j'étais dans ma chambre en train de lire ça et j'étais là, mais c'est pas possible. Genre, ce mec, il écrit comme ça, pardon. Genre, la manière dont il doit embrasser les femmes, ça doit être incroyable. Donc, je lis ce premier chapitre et là, je lui dis, j'ai terminé, tu veux qu'on en parle? Donc, on se retrouve dans la salle commune où il y avait la table à manger. Et là, game was on. Parce que je le regardais plus de la même façon et que, en fait, j'étais tellement activée que j'arrivais plus à me contenir. J'arrivais plus, mais en fait, je faisais rien concrètement, je disais rien concrètement, mais tout passait par mon regard. Et je sais qu'il l'a senti, parce que c'était pas possible de pas le sentir. Voilà. Donc, en fait, à ce moment-là, la tension sexuelle, elle était à couper au couteau. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de sexualité. Mais pas du tout entre nous, ou pas du tout, il a fait aucun move. Et d'ailleurs, je vous spoil un peu, mais il a fait aucun move. C'est moi qui ai dû tout faire. D'accord ? Et c'est très intéressant par rapport à ce qui s'est passé après. On a commencé à parler de sexualité. Et là, il m'a sorti des trucs et j'étais là. Je sais plus. En fait, je sais plus comment on a commencé à aborder le sujet, mais on a commencé à parler de sexualité et je sais plus pourquoi on commençait à parler de boxeur. Je sais plus pourquoi. Et moi, je lui ai dit un truc du style ah oui, je sais. Parce que dans le chapitre qu'il m'a envoyé, la personnage principale, elle se disait il faut que je mette des jolis sous-vêtements au cas où, voilà, il va se passer quelque chose, etc. Et je faisais référence à ça. Et je lui disais que c'était cool parce que c'est vraiment très vrai, en fait. C'est vraiment réel. On pense vraiment à ça, etc. Et il m'a dit ah, mais moi, j'ai que des... Et là, il m'a sorti ça. Il m'a dit ah, mais moi, j'ai que des sous-vêtements... bien, tu vois, genre j'ai que des sous-vêtements classe. Il m'a dit je porte que les Calvin les plus chers, tu vois. Il m'a sorti ça. Alors bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, un mec en Calvin Klein, ça me fait quelque chose. Quand je suis à la salle de sport et que tu sais ce moment où il soulève son t-shirt parce que genre, je sais pas, il fait un mouvement comme ça et tout d'un coup, il a son t-shirt qui se lève et tu vois qu'il a un boxeur Calvin. Moi, ça me fait quelque chose. Vous me direz si ça vous fait quelque chose aussi. Moi, ça me fait quelque chose. Il me dit ça et je suis là, ok, donc c'est pas comme si je commençais à me faire des films et à imaginer des choses. Et là, il me dit, je suis tout le temps prêt. Je fais, ok. Là, c'est pas possible. Là, limite, j'arrivais au point où j'arrivais plus à dormir, en fait. Tellement j'étais en PLS. J'écrivais des poèmes. J'étais en mode full poisson, les gars. J'écrivais des poèmes, je les ai toujours d'ailleurs, de... Est-ce que je peux vous le lire ? Je sais pas si je peux vous lire ce poème. Est-ce que c'est trop perso ? Ou en fait, ce qui est fou avec les poèmes que j'écrivais, j'écris pas mal de poèmes d'ailleurs, mais je partage pas parce que c'est perso. Mais peut-être que celui-là, je peux vous le lire. Il y en a qui sont beaucoup plus perso que ça, mais celui-là, je peux peut-être vous le lire. Ah voilà. Ouf ! Bon, c'est en anglais, hein. Donc, 3 décembre 2023 à 11h11. Tiens. It's been 3 days, 72 hours, and you're all I think about. Night and day and night again. I feel obsessed with the thought of you kissing me passionately. Your hands firmly touching my body. It's all I think about, to the point of even questioning my sanity. I don't know much about you, but I know how my body feels when you're around. My chest is shivering and my thighs are tingling. You're not giving anything away,
and it makes my imagination run wild to places she's never been yet. Et ce que je trouve fou, en fait, c'est que, alors, très clairement, ça s'était canalisé parce que je l'ai écrit, mais sans même réfléchir, il y a tout qui est sorti de moi. Ce poème, donc quand je dis It makes my imagination run wild to places she's never been yet, donc tu fais mon imagination court sauvagement. Je sais pas comment traduire ça pour que ce soit cohérent en français, mais mon imagination va à des endroits où elle a jamais été encore. Et en fait, ça c'était très, très clairement canalisé, et c'était comment dire, c'est en fait c'est exactement ce qui s'est passé, parce que on a été à un endroit où j'ai jamais été encore auparavant. On a été à un endroit où j'ai jamais été encore auparavant. Donc, gardez ça en tête pour la suite de l'histoire. Donc, le temps file. Voilà, il se passe toujours rien. Il ne fait toujours rien, il ne fait aucun move. Je continue avec mes petits moves, mes petites tentatives de petite femme timide, encore bloquée dans sa sexualité. En toute sincérité, je ressentais énormément de choses, mais j'étais encore complètement bloquée. Comment est-ce que après tout ce que j'ai vécu, comment est-ce que la Amina de cette époque-là, elle pouvait assumer de dire « Toi, j'ai envie de te ken !» Je sais pas comment faire. Aujourd'hui, je peux. Aujourd'hui, je suis capable. Alors, pas directement comme ça, mais beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais à cette époque-là, c'était impossible. Je pouvais pas. J'étais là, mais j'ai pas le droit, mais je peux pas. Ce qui se passait dans ma tête, c'était wild, les gars. Donc, je me rappellerai toujours d'un moment, donc le moment charnière, le moment où il me restait une semaine dans cette vie-là, et que je me suis dit, il faut qu'il se passe un truc. Je peux pas rentrer à Lisbonne sans qu'il se passe un truc avec ce mec. Il faut qu'il se passe un truc. Voilà. Et donc, alors, j'ai aussi une blessure de rejet / abandon. Donc, en fait, l'idée de me faire rejeter. Et en plus de ça, vous vous rendez compte à quel point j'étais sensible et fragile au niveau de ma sexualité. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose aussi, ça je l'ai pas mentionné, mais le jugement par rapport à ma propre sexualité, donc moi-même qui me jugeais, plus le jugement des autres. Enfin en fait, c'était terrible. C'était terrible. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à faire quoi que ce soit comme avance. Mais c'est vrai que à ce moment-là, on était sur un terrain où on commençait à flirter très légèrement. Voilà. Très doucement, très subtilement, très légèrement. Et je me rappelle, j'étais donc dans mon lit. Attention, c'est le moment tant attendu. Il était, je me rappelle plus de la date, mais c'était donc après le 3 décembre 2023. Et j'étais dans mon lit, il devait être 21h, quelque chose comme ça, ou 20h, je sais plus. Et j'étais en train de me dire, Amina, faut que tu fasses quelque chose, prends ton courage à deux mains, tu vas partir, il faut que tu tentes. Et là, je commence à y aller un petit cran au-dessus et je lui envoie un son, donc évidemment, mais tellement poisson la meuf. Je lui envoie une chanson et je lui dis, je rêve qu'on m'embrasse sur cette chanson. Ah oui, on s'envoyait des musiques, voilà, on commence à s'envoyer des musiques. Il m'envoie, je sais comment ça a commencé, voilà. En fait, il m'a envoyé la chanson sur laquelle il a écrit le chapitre du premier baiser. Mais c'est tellement lune en balance, les gars. Le mec, il a quand même un petit peu de romantisme. Hein. Il a quand même, il l'a. He has it in him, ok? Et il m'envoie ça, et c'était une chanson magnifique. Et du coup, évidemment, moi, je suis folle. Je l'écoutais en boucle, machin. Et du coup, je lui envoie une de mes chansons préférées, la chanson pour moi qui me retourne. C'est une chanson limite qui me fait pleurer tellement je la trouve émotionnellement forte et intense. Alors, vous allez peut-être pas du tout trouver ça, c'est Hey des Pixies, voilà. Mais cette chanson, et en fait c'est encore une de mes chansons préférées aujourd'hui, et c'est ma all-time favorite, enfin vraiment voilà, c'est un son qui me retourne. Je lui envoie ça, et évidemment je lui envoie, donc en bonne aficionado que je suis, je lui envoie pas la version Spotify, je lui envoie la version acoustique sur YouTube. If you know, you know, si t'es un fan de musique, tu sais, les vrais bons sons, on les trouve en acoustique sur YouTube, en version live. Voilà, c'est les vrais meilleurs sons. Voilà, c'est pas sur Spotify, c'est vraiment acoustique ou version live, ok? Je lui envoie la version acoustique live sur YouTube, et je lui dis à partir de 1 minute 13 ou je sais plus, et je lui dis, je rêve de me faire embrasser sur ce moment. Et là, il me dit, je suis sûre que ça va arriver. Je suis là, putain, frérot. Donc j'étais dans mon lit en mode, mec, c'est maintenant ou jamais en fait, il faut qu'il se passe un truc, genre fais quelque chose. Et j'étais vraiment en mode, mais s'il te plaît, genre fais quelque chose, parce que tu peux pas me sortir des phrases comme ça, tu peux pas me dire je suis sûre que ça va arriver. Enfin en fait, il me donnait rien, il me donnait que dalle. Et moi j'étais là, ok,
Je me suis posée avec moi-même, genre j'ai posé mon téléphone, j'étais là 2 secondes parce qu'il était dans sa chambre, j'étais dans ma chambre. Vous vous rendez compte un peu la tension là, j'étais vraiment en mode ah. Je me suis posée 2 secondes et je me suis dit Amina, qu'est-ce que t'as à perdre concrètement? Qu'est-ce que t'as à perdre? Vas-y. Et là je me suis dit, je me suis connectée à mon bélier les gars, je me suis dit fais preuve de courage parce que c'est ce que tu veux. Donc vas-y, go for it. Et s'il te rejette, si machin, c'est pas grave, tu pars. Dans tous les cas, tu pars. T'as rien à perdre. Voilà, donc je me suis fait un petit pep talk. J'ai repris mon téléphone et là je lui ai dit et si je fais passer la musique maintenant. What if I play it now? Voilà. Là, tu vois, elle dit hein. Et là il me sort. Franchement, à ce moment-là, j'ai cru que j'allais le tuer. Hein. J'ai cru que j'allais le tuer. En fait, il y avait des construction workers, des mecs qui faisaient des travaux à côté. Et en fait, c'était vraiment les mecs les plus proches de moi, tu vois. Ils étaient vraiment genre juste en face de ma chambre en train de faire des travaux. Et il me dit, fais attention, tu vas attirer les mecs qui font les travaux. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ah, en fait, c'est mort. Genre, le mec, il est pas du tout réceptif à... Parce que, en fait, c'était subtil, mais c'était quand même... voilà... Tu vois, je lui dis, j'ai envie de me faire embrasser sur cette chanson. Est-ce que... Et si je la fais passer maintenant? Tu vois, genre vraiment... Mais là, je me suis dit, ah, c'est mort, il veut pas. Et en fait, je me suis énervée et je lui réponds, putain, mais t'es sérieux? Genre, je lui réponds ça, tu sais. Parce qu'au fait, au final, c'est que des messages, tu vois, je savais pas. Et là, il se marre. Et il me dit, voilà. C'était une blague, j'avais pas capté. Moi, je me suis sentie rejetée tout de suite. J'étais là, c'est mort, il va rien se passer. Et je lui dis, mais putain, t'es sérieux, mec? des fois, le féminin, il a besoin d'aller réveiller un peu. Hein. Et là, il me dit, t'es dans ta chambre? Je fais, oui, je suis dans ma chambre. Alors là, les gars, vous vous rendez compte de ce que je ressentais à ce moment-là? J'étais là, oh putain, c'est maintenant. Donc moi, j'étais en pyjama, pas maquillée, pas coiffée, rien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? J'envoie un message à ma meilleure pote, je fais, putain, il arrive, genre il va venir dans ma chambre. Et surtout que j'avais envie d'être discrète par rapport au... En fait, personne dans la villa savait. Il y avait juste une meuf que j'avais mise en confidence parce que j'étais tellement torturée. Ben, vraiment, le mot est bien choisi. J'étais torturée. Voilà, j'étais torturée. Je vais vous parler des transits juste après parce que je trouve que c'est intéressant. De ce qui se passait en fait à ce moment-là. Et vous allez comprendre la puissance des transits, la puissance de l'astrologie. Enfin, je pense que vous êtes déjà convaincus, mais on va en rajouter un petit peu. C'est juste ouf. Et donc... je me brosse les dents quand même. Je mets pas de maquillage parce que je me dis bon. Et en fait, il m'a déjà vu sans maquillage. Vraiment, j'étais à l'état pur. J'avais un t-shirt large parce que j'allais pas faire semblant. J'étais dans mon lit, il le savait. J'étais sur le point de dormir, il le savait. Il toque à ma porte. Et là, il entre et on se pose. Donc, j'avais un petit canapé dans ma chambre. Et c'est le canapé sur lequel j'enregistrais le podcast d'ailleurs. Ce même podcast, ce canapé gris. Et là, moi, j'étais en PLS, hein. Vraiment, j'étais en PLS. Et donc, on se pose sur le canapé, on commence à discuter. Pas de rapprochement, juste on discute. Et là, je sais plus exactement ce qui se passe. Je me rappelle plus de ce qu'il a dit ou de ce que j'ai dit. Ah oui, on commençait à parler de dating. Et on commençait à parler de premier baiser, etc. Parce qu'en fait, c'était un peu le sujet qui était en cours. Il m'a dit un truc, c'était vraiment une technique. Mais ça, c'est vraiment une technique à lui, quoi. Il m'a dit, je sais plus, les gars, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, ah, tu sais qu'il y a des gens qui vont tout le temps soit à droite, soit à gauche quand ils embrassent quelqu'un. Genre comme ça ou comme ça. Ah oui, il m'a dit ça. Tu savais en fait que on va tout le temps de la même direction quand on embrasse quelqu'un. Et là, je fais ah ouais. Et là, il m'embrasse. Et du coup, il me dit ah bah toi tu vas à gauche ou je sais plus ce qu'il m'a dit. Je me rappelle plus. Ce premier baiser était incroyable, à la hauteur de mes attentes. Il m'a pris le visage, il m'a embrassé exactement comme il fallait. Et voilà. Et c'était on, donc on commence à s'embrasser. Et là, avant qu'il me touche ou qu'il se passe quoi que ce soit, c'est là que ça a commencé. Il me dit, c'est quoi tes kinks, les gars, cette question? On me l'avait jamais posée avant. Jamais personne de ma vie m'avait demandé, c'est quoi tes kinks? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Jamais. J'étais face à lui sur le canapé. Et pour la première fois de ma vie, je sais même pas ce qui s'est expliqué, mais je me sentais tellement safe avec lui.
Et ça, c'est un énorme point. Et ça, c'est un point très important de tout ce qui s'est passé entre nous et de tout ce qui va venir après. Vous allez voir. Je me sentais tellement safe avec lui parce que, en fait, on était potes. J'ai eu le temps d'interagir avec lui. Je savais qui il était. Je connaissais ses valeurs. C'était pas un mec random. Vraiment pas. Et là, pour la première fois de ma vie, je lui dis ce qui me fait kiffer. Je lui parle en fait de ce qui m'excite. J'avais jamais osé. Parce que je m'étais fait des films sur quoi ce qui m'excite, c'était mal, c'était dégoûtant, j'avais pas le droit, machin. Alors qu'au final, spoiler, j'ai découvert bien après, en commençant à parler de sexe avec mes copines, en commençant à parler de sexe avec mes partenaires, que c'est hyper commun, que c'était pas spécial du tout. Mais vu que pour moi, c'était tellement tabou et tellement... j'osais jamais, genre, mais je savais ce qui m'excitait, tu vois, genre vraiment, j'avais des trucs dans ma tête, c'est des trucs auxquels je pensais quand je me touchais, tu vois. Mais je me suis dit, je peux pas avouer ça à qui que ce soit. Alors qu'au final, c'était pas incroyable, genre, après ce que j'ai découvert après, c'était pas du tout incroyable, genre vraiment, loin de là. C'était vraiment que le début de mon exploration sexuelle, hein. Et là, ce qui s'est passé a été un des éléments qui m'a profondément guérie, parce que j'ai pour la première fois ouvert mon chakra de la gorge et dit ce qui m'excitait. Je lui ai dévoilé mes kinks. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a validé ce que je ressentais. Il a validé chacun de mes kinks en me faisant me sentir sexy pour les ressentir, pour en avoir envie. En fait, il a validé le fait que lui aussi, ça l'excitait. En fait, vous vous rendez compte de la puissance de ce que c'est pour moi, quelqu'un qui vient de mon parcours et de tout ce que j'ai ressenti par rapport à la honte, la culpabilité vis-à-vis de la sexualité, le fait d'être complètement bloqué, d'avoir quelqu'un en face, donc d'avoir ce moment en fait où j'ai le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Est-ce que je vais oser lui dire la vérité sur vraiment ce qui m'excite et de l'avoir en face de moi et de dire « Ah ouais, c'est trop bien ». Vous vous rendez compte à quel point c'est puissant? Genre, j'ai limite envie de chialer. C'était tellement fort. Et là, c'était le début, ça a commencé. Donc, évidemment, on a Ken, quoi, sur le canapé. Et c'était pas ce que j'attendais. C'était très différent. Et ça m'a menée à... C'était pas du tout tendre, sensuel. C'était très sexuel. C'était un peu hard. Un peu. Mais c'était parfait. Enfin, c'était très bien. J'ai kiffé. Et il m'a fait faire des choses avec mon corps que je savais pas que je pouvais faire. En fait, bon, je vais vous le dire, j'avais dit que c'était un épisode disclaimer. Il m'a fait squirter pour la toute première fois de ma vie. Et j'étais en mode, je savais pas que je pouvais faire ça. Spoiler, je sais aujourd'hui qu'on peut toutes le faire. Il y a des femmes qui le font spontanément sans avoir besoin de trop. Lui, il avait des techniques. Et là, j'étais là, oh waouh. Et en fait, il était tellement... et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Parce qu'en fait, c'est vrai que vu que j'étais complètement bloquée au niveau de ma sexualité avant, évidemment, j'avais tendance à attirer des partenaires qui étaient aussi un peu dans cette histoire de honte par rapport au corps, qui osaient pas trop, machin. Et lui, il était tellement à l'aise avec sa sexualité. Mais genre, vraiment, pour lui, c'était juste normal. Et je suis désolée, mais ça l'est, en fait. C'est normal. C'est pas honteux, c'est pas mal, c'est pas ouh, c'est pas trop. Non. Lui, il était genre juste authentique dans sa sexualité, dans la pleine expression de lui-même, sans aucune barrière, sans aucun tabou. Et ça m'a retourné, en fait. Donc voilà, on fait ce qu'on a à faire. C'était bien. Et là, je me dis, waouh, j'ai vécu un truc quand même. J'ai vécu un truc. Et donc, ce qui se passe, c'est que il me reste quand même une semaine, qu'il y a des petits jeux entre nous de séduction. On n'en parle à personne dans la villa. C'était très drôle, on sneak around. Des fois, il vient chez moi, des fois, je viens chez lui. J'ai vécu une expérience hyper libératrice. Mais c'est quand je suis partie de Bali, c'est quand j'ai quitté Bali que ça a vraiment commencé. C'est quand j'ai quitté Bali que ça a vraiment commencé. Alors, il y a eu des petites plantages de graines par rapport à la suite de l'histoire, parce que c'est vraiment là que le vrai travail a commencé. Donc, il me posait des questions. Voilà, il y a eu ce fameux moment où je lui ai dévoilé mes kinks, lui il m'a parlé des siens, machin. De pouvoir avoir une vraie conversation honnête, franche sur ça. Et aussi d'avoir quelqu'un en face de moi, pour la première fois, qui était vraiment sur le consentement et les limites. Il y en a qui ont peut-être capté.
Parce que ça c'était un peu... Mais moi, je savais pas. Mais si tu connais, peut-être que tu as capté. Et genre vraiment, il était à fond sur... Il me demandait à chaque fois, est-ce que ça c'est OK? Est-ce que ça c'est OK? Est-ce que ça c'est OK? Et c'est comme ça que ça devrait être. Hein. Mais c'est vrai que, bon, il m'emmenait sur des territoires, et donc il a commencé à m'emmener sur des territoires où j'étais pas tout à fait à l'aise, où j'avais... Enfin, pas où j'étais pas tout à fait à l'aise, mais des territoires que j'avais jamais explorés auparavant. Et il le savait, il le ressentait, il était très intuitif, il était très à l'écoute de moi, et surtout à l'écoute de mes réactions corporelles. Ça, c'est très intéressant aussi. À l'écoute de mes réactions corporelles, à l'écoute de mon corps, de comment je réagissais, de ce que... Et en fait, beaucoup dans la communication aussi pendant les rapports, à savoir me poser des questions, être sûr que tout se passe bien, etc. Et aussi, surtout, sur les limites personnelles. Donc, il m'a aussi introduit à certaines choses, donc, par rapport à ce que lui, il aimerait expérimenter, que j'avais jamais fait avant. Et en fait, c'est vrai que je suis quand même très... Enfin, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir. Voilà. Donc, j'étais plus... vu que j'étais safe, vu que j'étais... Déjà, à ce moment-là, on avait libéré un gros truc quand même. Hein. Et voilà, j'ai commencé à lui faire des choses que j'avais jamais faites avant, à faire des choses avec lui que j'avais jamais faites avant. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais garder une partie d'intimité quand même. Hein. Voilà. Et c'était trop bien. Et en fait, vraiment, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais vécu une sexualité comme ça. J'ai jamais vécu une sexualité avec quelqu'un d'aussi attentif à mes besoins, capable de communiquer de façon aussi saine, sans gâcher le mood ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui sait aussi... on est très compatibles au niveau de la sexualité, on est très, très compatibles, on aime les mêmes choses. Du coup, voilà. Mais quelqu'un qui est capable d'appuyer sur mes boutons et de me faire devenir folle, voilà, enfin, c'est quand même fou. Mais c'est vrai qu'il a commencé donc à introduire certaines choses qui, donc comme je l'ai dit, j'avais jamais fait avant, mais c'est vrai qu'il me disait des choses qui me surprenaient un peu. Par exemple, quand on avait prévu de se voir, il m'a dit « Je veux que tu sois... » Il y en a qui vont capter. « Je veux que tu sois nue et que tu m'attendes à genoux devant la porte. » Et moi, j'étais là. Ok. Je comprenais pas trop, mais j'étais là. Bon, bah écoute, si c'est ton délire, pourquoi pas, tu vois, genre, voilà. Et c'est vrai qu'il commençait en étant très subtil, c'est quand même un homme qui est très très subtil, à planter certaines graines, tu vois, et à m'emmener sur un territoire un peu, à me faire explorer certaines limites, avec beaucoup de safety, de sécurité, mais à m'aider à aller là où j'ai jamais été auparavant. Voilà, donc c'est comme ça que ça a un peu commencé. Ensuite, voilà, je suis partie. Moi, je me suis dit... très naïvement, au moment où je suis partie, j'ai pris l'avion, que c'était fini et que c'était une expérience cool, mais que voilà, et ça faisait que commencer. Alors, j'atterris à Lisbonne, c'est difficile parce que je reviens dans l'appartement où j'ai vécu avec mon ex, alors que mon ex n'était plus là, il était reparti en France. Mais voilà, donc je suis dans cet appartement, il fait froid, c'est le mois de décembre, j'étais à Bali dans un rêve, je reviens là à la réalité, je me fais frapper en pleine face. C'est difficile, honnêtement c'était très dur, décalage horaire, jet lag, enfin tout ce que tu veux, il y a rien qui allait. Et en fait, je me rappelle du moment où j'ai repris mon téléphone et je lui ai écrit à ce mec, à Monsieur Verso, à Crush Verso. Et je lui ai écrit un truc, je sais plus ce que je lui ai écrit, un truc un peu sexuel. On s'était pas reparlé, hein, puis moi je pensais pas qu'on allait se reparler. Et là, il me dit un truc qui m'a fait genre comprendre. Enfin, en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai tout compris. Enfin, pas tout de suite, mais j'ai fait des recherches. Et là, j'étais à la boulangerie, mais je me rappellerai toujours de ce moment. J'étais à la boulangerie, je regarde mon téléphone et je vois son message et il me dit « Dis-moi si tu veux continuer ta soumission. » Et moi, j'étais là « Ma soumission ? Mais de quoi tu me parles ?» Et là, alors, je découvre que cet homme est un dom, donc un dominant, et qu'il est impliqué dans l'univers du BDSM. Voilà. Faut savoir un truc, alors je vais vous expliquer, je vais vous donner une définition pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec ce que c'est vraiment que le BDSM, le vrai BDSM, pas le BDSM qu'on voit dans 50 Shades of Grey, pas le BDSM qu'on pense que c'est, le vrai BDSM, parce que voilà. Mais j'avais aucune idée. Je connaissais pas ce monde, je connaissais à peine ce mot, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Et là, je fais, mais qu'est-ce qu'il veut ? Je lui ai pas répondu tout de suite parce que j'étais là, mais j'étais perplexe. J'étais là, mais ça veut dire quoi ? Du coup, je commence à faire mes recherches, je découvre tout ça.
je me dis, ça fait sens. Je découvre l'univers du BDSM et je suis très curieuse. Du coup, je commence à vraiment m'y intéresser. Je découvre énormément de choses. Je découvre les dynamiques de pouvoir. Je découvre le consentement, l'art du consentement. Je découvre l'aftercare. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Je découvre tout ça. Voilà. Donc, je tombe dans ce, comment on dit en anglais, rabbit hole. Je tombe dans cette mine d'informations. Enfin, voilà, j'écoute des podcasts, je vais alors sur TikTok aussi, sur YouTube, il y a pas mal de chaînes, je lis des livres, je lis des articles de blogs, vraiment, je vais explorer tout ça avec mon imagination, avec ma tête, vraiment avec une curiosité et une ouverture. Et je me rends compte en fait que effectivement que cet homme était très expérimenté dans l'univers du BDSM. J'en ai pas. En fait, à aucun moment, c'est marrant parce que tout s'est fait genre très subtilement, mais à aucun moment je lui ai dit ah tiens, t'es un dom. Ça s'est passé tout à fait naturellement. Et voilà. Alors le BDSM, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai pris quelques notes parce que j'ai quand même envie de faire les choses bien parce que c'est important pour moi. Et c'est important pour moi et c'est important aussi pour la communauté BDSM que je dise pas des bêtises parce que c'est important. J'ai envie de faire les choses bien. Ok. Donc c'est un acronyme qui regroupe plusieurs pratiques, mais l'essence en fait c'est les jeux, c'est le jeu et c'est en particulier, et pas tout le temps, mais en particulier les jeux de rôle autour du pouvoir. Voilà, donc vous comprenez Mars-Pluton, Mars-Saturne, vous commencez à comprendre, je vais entrer un peu plus en détail juste après. Dans un cadre totalement consenti, safe et hyper cadré. Donc BDSM, c'est un acronyme qui veut dire bondage, donc attache, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme. D'accord ? Donc, c'est pas ce que vous imaginez forcément. Moi, j'avais déjà entendu ce mot. J'imaginais des salles où les gens se font fouetter. C'est pas forcément ça. Ça peut l'être, mais en fait, ça peut être ce que vous voulez. Ok ? C'est pas forcément extrême, c'est pas forcément hardcore, c'est pas forcément violent. Ça peut être ce que vous voulez. D'accord ? C'est avant tout un univers qui est basé sur la communication, le consentement clair, donc tout ce que j'ai vécu avec lui, la confiance, des règles strictes au niveau de la sécurité et des rôles qui sont définis à l'avance. D'accord ? Donc il peut y avoir, et c'est pas tout le temps le cas, une dynamique dominant-soumis, voilà, qui n'a rien à voir en fait avec ce qui se passe dans la vie réelle. Alors après, il y a des personnes qui vivent ça comme un mode de vie, un lifestyle, à savoir que ils vivent le lifestyle dominant-soumis et que ça sort du cadre de la sexualité / de la relation et que ça prend une forme beaucoup plus lifestyle, en mode la vie de tous les jours, il y a une personne qui domine, une personne qui est soumise. Et parfois, en fait, ça fait partie aussi de la dynamique sexuelle d'avoir ça en dehors, donc plus comme un lifestyle. C'est pas ce que j'ai vécu avec lui. Enfin, voilà, je vous spoil un petit peu, mais je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Donc le dom, le dominant, c'est pas celui qui commande, c'est celui qui guide, c'est celui qui prend soin, c'est celui qui observe, c'est celui qui sécurise, c'est celui qui gère l'intensité et il porte la responsabilité du jeu. Un bon dom, c'est quelqu'un qui est attentif, qui est connecté, c'est quelqu'un qui est respectueux et c'est quelqu'un qui est conscient des limites de l'autre. Le soumis, la soumise, le sub ou la sub, ce que vous voulez, y a rien, c'est pas faible, c'est pas être faible, le soumis, c'est un rôle qui demande confiance, lâcher prise, communication, capacité à exprimer ses limites et ses désirs. C'est une forme d'ouverture et c'est pas une forme de passivité. Donc si on reprend un peu les dynamiques énergie yang et yin, on est sur une dynamique yang-yin, d'accord ? Donc réceptivité, mais c'est ouverture, pas passivité. Dans une dynamique saine, c'est le soumis qui détient vraiment le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le BDSM, parce que c'est le soumis qui va définir ce qui est possible, d'accord ? Et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que le soumis, il doit être hyper au clair avec ses propres limites. Et le soumis a le pouvoir le sub, je préfère dire sub, je sais pas, j'ai jamais pratiqué en français, a le pouvoir de tout arrêter à n'importe quel moment.
D'accord? Donc, quelques règles, consentement explicite. Donc, on discute avant, on pose le cadre, les limites, les envies, les interdits. Alors, je m'avance un petit peu par rapport à l'histoire de ce qui s'est passé, mais je vais revenir sur l'histoire parce qu'elle n'est pas terminée. Un safe word, d'accord? Donc, c'est un mot qui arrête absolument tout. Il peut y en avoir plusieurs. Des fois, il n'y en a qu'un seul, mais il peut aussi y avoir des mots en mode là, c'est orange, là, c'est jaune, tu vois? Enfin, tu peux dire jaune, orange, rouge. Rouge, c'est non. Orange, c'est genre j'atteins ma limite. Jaune, c'est attention, sois attentif, tu vois. Le principe de sain, sécure, consenti pour un BDSM éthique et l'aftercare qui est très important. Et l'aftercare est déterminé par le soumis. C'est le soumis qui demande ce qu'il veut pendant l'aftercare. Tu peux demander ce que tu veux. Si tu veux des Maltesers, tu peux demander des Maltesers. Si tu veux un câlin qui dure 15 minutes sans parler, tu peux demander un câlin qui dure 15 minutes sans parler. Si tu as besoin de plus que ça, tu peux demander plus que ça. Le dominant doit fournir l'aftercare au soumis. Si les choses sont bien faites, et j'espère que dans la majorité des cas, je sais que c'est pas... Voilà. Ça, c'est vraiment c'est comme ça que c'est censé être pratiqué. D'accord? Donc, à la fin, on connecte, on prend soin, on réintègre. Discussion, c'est le moment où on peut communiquer, etc. D'accord? Donc, en fait, je découvre tout ça et je reviens sur sa proposition de me dire « Est-ce que tu veux poursuivre ta soumission ?» Et du coup, je lui dis oui. Parce que je me rends compte à quel point tout ce qu'on a déjà fait avant... Alors, je comprends... En fait, après coup, tout ce qui s'est passé, donc ce qu'il faisait, la manière dont il me parlait, la manière dont il me demandait mes limites, la manière dont il me demandait mes kinks, la manière de communiquer, la manière de maintenir l'espace en sécurité, tout ce qu'il faisait en fait, qui était genre selon les vraies règles éthiques du BDSM, n'est-ce pas? Sans en fait même mentionner le mot BDSM, mais c'est comme ça qu'il faisait. Sa capacité à tenir l'espace et à m'emmener à essayer certaines choses tout en regardant comment je réagis par rapport à mes limites, à être hyper attentif. Enfin, voilà. C'était clairement un contrat d'âme, les gars, parce que, voilà, je vais... C'est vraiment un très long épisode, mais je sais pas comment faire court avec ce sujet. Mais c'est vrai que, pour moi, ça a été un espace de guérison, de libération sexuelle, d'estime de moi, de réappropriation de mon corps et de reconnaissance de mes désirs. Et c'est pour ça que on a déjà planté les graines de tout ça quand on était ensemble. Je voyais pas trop comment on allait le faire à distance, mais je me suis dit, why not? Why not? Oui, j'accepte. J'accepte de poursuivre ma soumission. Et donc là, en fait, on entre dans un jeu de BDSM à distance, au téléphone, par message. Et voilà, on a exploré plein de choses ensemble. Ça a été fun, mais surtout, ça m'a transformée. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à partir du moment où le cadre a été posé et il y a eu un peu la reveal de « Ok, je suis un dom ». Voilà. C'était un peu la reveal, tu vois. Le moment où il m'a posé cette question, ça a été Voilà, il est sorti du placard et il m'a dit « Voilà ce qui se passe. Voilà. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux pas ?» Et à partir de ce moment-là, les choses ont pris un tournant beaucoup plus sérieux. Dans le sens où il rigolait pas. Il me demandait de remplir... Alors, monsieur a Mars en Vierge, alors ça va faire sens par rapport à son thème astral, hein, mais voilà. Il était tellement sérieux par rapport à tout ça, il prenait pas du tout ça à la légère, et il me demandait de remplir des documents Word en expliquant en détail pourquoi je voulais le faire, quelles étaient mes motivations, qu'est-ce que je voulais expérimenter exactement, quels sont les aspects psychologiques de sa personne qui me faisait me sentir safe, qui m'excitait, qui nanana. Enfin, il y avait 1 milliard de questions. Genre, il m'a vraiment... J'ai passé des heures à remplir ce document de façon genre très... comment dire en anglais? Thorough. De façon très détaillée, très précise. Parce que c'était important, et c'était important pour lui. Me demander mes limites, qu'est-ce que j'étais prête à faire, de faire mes propres recherches aussi sur qu'est-ce qui était possible, et qu'est-ce que j'étais OK de tester, qu'est-ce que j'étais pas OK, etc., etc. Donc évidemment, pour pouvoir faire les choses bien, je me suis renseignée sur tout ce qui était possible. J'ai découvert énormément de pratiques. J'ai découvert beaucoup de pratiques qui sont absolument pas pour moi et qui ne me parlent pas du tout. Et j'ai découvert des choses où je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Typiquement, en fait, le fait de pas pouvoir bouger, ce genre de choses, voilà. À savoir que ce que j'ai vécu quand même, c'était assez soft par rapport à
c'est mon interprétation, hein, mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai découvert, et j'ai découvert aussi donc le non-jugement, donc de vivre les choses dans un espace de non-jugement, de ne pas juger les gens sur leur kink. Enfin, en fait, je suis devenue sex positive à partir de ce moment-là. Je suis devenue sex positive parce que je me suis ouverte à tout ça sans jamais juger qui que ce soit pour leur kink. J'ai commencé à discuter avec d'autres personnes aussi de l'univers du BDSM et en fait à vraiment libérer la parole, et c'est tellement libérateur en fait de pouvoir discuter avec quelqu'un et d'avoir quelqu'un en face de toi qui dit moi j'aime faire ça, et de juste, tu vois, de jamais dire oh tu veux faire ça mais pourquoi, mais c'est dégueulasse et machin, qui était en fait le paradigme pardon dans lequel je vivais avant. Et là, en fait, d'écouter plein de podcasts, d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Sex with Emily, que je recommande vraiment, parce qu'elle fait venir des invités sur son podcast, et en fait, ils racontent leurs kinks et leurs fantasmes et machin, et ils te racontent des trucs, genre vraiment, c'est des trucs que j'avais jamais entendus de ma vie, tu vois. Et en fait, de vraiment le faire dans un espace d'acceptation, et de dire, en fait, ben voilà, c'est pas mon truc, mais je vais pas te kink shame pour ça. Voilà. Donc je suis devenue vraiment sex positive à partir de ce moment-là. Et du coup, bah, j'ai pu lui dire ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je peux pas, ça pourquoi pas, etc., etc. Voilà. Donc on a commencé à jouer comme ça. J'avoue en fait que la façon dont il a, en fait, j'avais l'impression de faire un coaching. Vraiment, je vous jure, il a vraiment joué ce rôle de mentor. Et d'ailleurs, je lui ai dit, il le sait, il sait qu'il a changé ma vie. Mais voilà, tout ce qu'on a fait à partir de ce moment-là m'a transformée. Ça m'a transformée. J'ai l'impression d'avoir vécu un coaching, en fait. Il a joué un rôle de mentor. Il m'a aidé à essayer certaines choses. Il m'a aidé à comprendre mon corps. Il m'a aidé à comprendre mes besoins. Il m'a aidé à connecter émotionnellement à tout. Enfin, en fait, il m'a aidé à me libérer. Et j'ai pas les mots, en fait, pour exprimer la gratitude. Et lui, alors évidemment, c'était fun aussi pour lui, mais très clairement pour moi, les gars, c'était un contrat d'âme. Il n'y a pas de la manière dans laquelle ça s'est passé. Enfin, c'est fou en fait. Voilà. Donc en fait, on s'est jamais revu en vrai parce qu'il est nomade. Il bouge un petit peu partout à travers le monde, mais on a exploré beaucoup de choses du coup à distance. Il y a eu des moments où je me suis sentie trigger, pardon. Il y a eu certaines scènes qu'on a faites ensemble, même à distance, hein, où je me suis sentie trigger. J'ai dû utiliser mon safe word parce que je pouvais pas. Ça m'a fait beaucoup travailler sur moi, mais voilà. Donc je me suis libérée. J'ai libéré ma sexualité grâce à un dominant. Et aujourd'hui, donc on s'écrit de temps en temps encore. Il y a eu des petits moments fun, il y a eu des petites histoires fun. Enfin, en fait, on a fait ce travail ensemble. Et après, voilà, c'est 1er janvier, enfin je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, mais le 31 janvier 2023, du coup il y a tout qui s'est passé en un laps de temps très 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 court, hein. Je suis partie en Australie, puis j'ai réemménagé à Bali après. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, voilà, ça s'est bien calmé. J'ai fait, je vais vous le dire quand même, j'ai fait 3 jours de domination totale avec lui, de soumission totale avec lui, pardon. Ça veut dire que pendant 3 jours, j'étais à sa merci totale. C'est lui qui décidait de comment je m'habillais, c'est lui qui... Enfin, il décidait tout. Voilà, il décidait tout. Il décidait de quand est-ce que j'allais jouir, de comment est-ce que j'allais jouir. Voilà. Et enfin, plein d'autres choses encore que je vais pas... voilà. Mais... et ça a été un bel exercice de lâcher prise. Ça a été un bel exercice de reconnexion à mon énergie féminine. Et le tout dans un espace hyper safe et hyper consenti. Et voilà, il y a eu des moments fun qui se sont repassés depuis, comme par exemple, quand j'étais à Sydney, de temps en temps, j'aimais bien de temps en temps lui envoyer des photos, lui envoyer des vidéos, parce que, en fait, le fait de jamais avoir osé le faire auparavant, j'avais jamais envoyé de nude, les gars. Pour moi, c'était nouveau. Je trouvais ça, genre, hyper cool et hyper excitant et hyper fun, en fait, de genre, hyper créatif aussi, de prendre des jolies photos de mon corps et de lui envoyer. Et je me sentais tellement libre et, enfin, pour moi, c'était tellement positif. Et il m'a jamais rien demandé par rapport à ça. Et du coup, on parlait un petit peu. Et je me rappelle quand j'étais à Sydney, il y a un moment donné où on commençait à discuter, ça devenait un peu spicy. Voilà, on s'envoyait des petits sextos. Et à un moment donné, il me dit, t'es où? Il me dit, t'es où? Et là, je lui envoie, il m'a dit, drop un pin. Je drop le pin, je lui montre où je suis. Donc lui, à ce moment-là, il était à Lisbonne. C'est fou parce qu'en fait, on s'est croisés. Enfin bref, on s'est croisés. Il était à Lisbonne et là, il me dit ok, va là. Il m'envoie une adresse. Et là, je vois qu'il m'a envoyé 100 € sur mon compte. J'arrive à l'adresse, c'est un sex shop. Et il me dit, je veux que t'achètes ça, ça et ça. Et après, il m'a dit, amuse-toi bien. C'est des petits moments fun comme ça qui se sont passés. Il y a eu d'autres occurrences un peu similaires. Toujours dans cet esprit de libération.
suite à ça, je suis devenue quelqu'un d'autre. Alors après, il m'a introduit à d'autres choses pour aller continuer d'explorer ma sexualité par d'autres moyens. Donc, c'est lui qui m'a parlé de Field. Voilà, c'est une application de rencontre pour les personnes kinky. Voilà. Et du coup, c'est sur cette application que j'ai fait pas mal de mes rencontres 2024 et que j'ai eu des très très belles expériences. Donc voilà, je parle pour moi. Moi, j'ai eu que des expériences hyper belles et hyper positives avec le BDSM. Je dirais que c'est un univers qui m'intéresse. Je dirais pas que c'est quelque chose qui est fondamentalement... En fait, je suis tellement... Aujourd'hui, à partir de ce moment-là, les gars, j'ai attiré des personnes hyper éduquées au niveau de leur sexualité. Je suis devenue quelqu'un d'hyper éduqué au niveau de ma sexualité. Je sais comment faire les choses. Avant, je savais pas. Maintenant, je sais. Et c'est vrai que j'ai commencé à, du coup, puisque c'est ce que je vibrais, j'ai commencé à attirer des personnes qui étaient très éduquées au niveau de leur sexualité, très ouvertes, très sex-positives. Et du coup, j'ai attiré des expériences sexuelles incroyables. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à de plus en plus m'ouvrir, à aller de plus en plus en profondeur dans mes désirs, ma reconnexion à mon corps, à vivre une sexualité encore plus dans la joie, le plaisir, la reconnexion à mon corps, à mon énergie féminine, et vraiment à pouvoir vraiment prendre du plaisir avec ma sexualité, à oser, à dire oui à mes désirs, à dire oui, j'ai pas envie d'être en couple avec toi, mais oui, j'ai envie qu'on ken, et c'est ok, et voilà. Et aujourd'hui, je peux. Alors c'est vrai que aujourd'hui, j'ai envie d'une relation safe et saine avec quelqu'un. Du coup, je suis plus trop dans ce mindset de j'explore ma sexualité. Je suis passée par cette phase en 2024, c'était génial. J'ai fait plein de choses qui étaient top. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu plus sur la retenue. On va faire mon dating wrap la semaine prochaine. Le dating wrap 2024, c'était pas ça, les gars. C'était pas la même chose. Il y avait d'autres choses. Mais c'est vrai que cette année, le dating wrap, c'est plus dating, amour, relation, etc. Dans l'objectif de trouver un partenaire sérieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après tout ça, je me vois pas du tout être avec quelqu'un de vanilla. Voilà, parce que je le suis pas. Spoiler, je ne suis pas vanilla. Et aucun jugement si vous êtes vanilla. Vraiment, voilà, aucun jugement. Je suis pas kinky. Mais c'est vrai que, voilà, j'aime bien jouer. Voilà, les gars. Bon, on va parler astro quand même. Après tout ce temps, c'était long, hein, mais je pense que c'est un des épisodes les plus longs. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me drop un DM. Genre vraiment, je pense que s'il faut drop un DM, c'est cet épisode, ok ? Donc, on va parler rapidement de ce qui s'est passé. Donc, au niveau de mes transits, évidemment, donc, au moment où j'ai rencontré Crush Verseau, on avait une conjonction Lune-Vénus en Scorpion. Voilà, qui était du coup opposé à Uranus en Taureau à cette époque-là, et qui du coup, donc je vous rappelle, Uranus, une énergie qui vient libérer. Lune Vénus en Scorpion, opposé Uranus en Taureau, libération. J'avais Mars qui transitait dans ma maison 8, et Mars était en carré à mon Mars. Donc dans le ciel, nous avions Mars carré Saturne, puisqu'on avait Saturne en Poisson qui transitait sur mon Mars. D'accord ? Et du coup, Mars qui est venu activer mon Mars en carré. Donc très BDSM. Et qu'est-ce que Pluton faisait ? Ouais, j'avais pas de transit de Pluton à ce moment-là. En tout cas, rien à signaler. Non. Mais bon, quand même, déjà, c'était... Voilà. Et donc, la signature BDSM un peu par excellence. Et c'est quelque chose que je vois tout de suite aujourd'hui dans le thème de n'importe qui. C'est les aspects Mars-Pluton. Voilà. Il y en a d'autres. Il y a aussi Mars-Saturne. Après, Mars-Saturne, ça dépend de l'expression de Mars-Saturne, parce que des fois, Mars-Saturne, à l'inverse de ça, donc il faut quand même qu'il y ait un thème astral assez sexualisé pour que Mars-Saturne agisse dans cette énergie de force, rapport de force, domination. Et c'était le cas pour lui, d'ailleurs, puisque dans son thème, si je le reprends, donc monsieur, il a Mars à 0 degré Vierge, donc qui était en opposition directe avec mon Mars à moi, donc on avait nos Mars en opposition. Il avait son Saturne sur mon Mars, puisqu'il a Mars opposé Saturne, il est Saturne en Poisson, d'accord ? Donc là, vraiment, c'était... Alors, il y avait cette histoire aussi de mentor, de rôle de guide. Voilà, il a donc Mars carré Pluton, Pluton carré Saturne, donc il y a un carré en T sur Pluton. D'accord, en Sagittaire du coup. Et du coup, on avait, voilà, il avait Mars opposé à mon Mars, j'avais mon Mars en carré à son Pluton, donc voilà, c'était écrit. Il y a d'autres choses dans le thème astral qui parlent de pas mal de choses. Donc j'ai mon soleil sur son descendant, enfin il y a pas mal de choses comme ça. Ouais, j'ai mon soleil sur son descendant, ça c'est quand même assez ouf aussi.
Voilà, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Mais vraiment, voilà, la signature BDSM, la signature kinky pour les personnes un peu spicy, c'est Mars-Pluton. Voilà. En conjonction, comme d'habitude, c'est très fort. En carré, en opposition, c'est très fort aussi. Et puis en trigone et au sextile, c'est quand même une énergie qui est notable. On peut voir aussi possiblement Vénus-Pluton. Moi, j'ai Vénus-Pluton. Voilà. Après, il y a d'autres aspects, il y a d'autres choses. La maison 8, l'énergie du scorpion, etc. Mais c'est quand même très plutonien. Donc voilà, les gars. Voilà. Et donc, tout s'explique. Voilà, vous savez tout. En fait, je sais pas si vous aurez des questions suite à ça. Je suis assez ouverte au fait de répondre à vos questions, de continuer d'en parler, de peut-être faire une part 2. Alors, la part 2, c'est que pour la première fois depuis 2023, donc depuis le moment où on s'est quitté, on va être dans la même ville, au même endroit. Et donc, on échange certains messages de temps en temps, mais c'est vrai que voilà, c'est très ponctuel. On s'écrit encore de temps en temps pour se donner des nouvelles. Et je sais qu'il sera à Melbourne en même temps que moi. Voilà, donc s'il n'a pas changé ses plans, au moment où je serai à Melbourne, il y sera aussi. Donc c'est la première fois qu'on va se retrouver au même endroit depuis tout ça. Et moi, je sais que lui, il est très ouvert au fait qu'on se revoie et qu'on réexplore certaines choses ensemble. Moi, je vous avoue que je sais pas. Je sais pas parce que, comme je l'ai dit, donc cet homme, c'est absolument pas un homme avec qui j'envisage une relation sérieuse. Pour plein de raisons, on n'est pas compatible au niveau relationnel. On n'est pas du tout compatible, voilà. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je cherche dans ma vie en ce moment. Voilà, j'ai envie d'avoir un partenariat de couple avec une personne incroyable. Et je me dis, je sais pas. Voilà, je pense que je verrai. Mais vous savez quoi, je me dis aussi quelque chose, c'est que l'univers est tellement magique et incroyable, et que tout ce qui s'est passé est tellement magique et incroyable, et tellement aligné, et plein de synchronicité, que je fais confiance et je me dis, j'ai pas besoin de lui écrire. Si on est censé se revoir, on va se croiser à Melbourne. C'est une grande ville, Melbourne, hein. C'est une grande ville. J'y reste une dizaine de jours. Si on est censé se revoir, on se croisera. Je sais, parce que si c'est aligné, si c'est meant to be, it will be. Voilà. Donc, il y aura peut-être une part 2. Écoutez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai quand même parlé suffisamment d'astro parce que c'était aussi un peu le but. Et voilà, droppez dans mes DM, s'il vous plaît. C'était long, il y avait beaucoup de choses à dire, c'était dense. Droppez dans mes DM, venez me dire ce que vous avez pensé. Partagez cet épisode à toutes les personnes qui... En fait, voilà, le conseil, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de story time, mais n'hésite pas à aller explorer certaines choses différentes. Voilà. Hésite pas à t'ouvrir, hésite pas à ouvrir ton esprit. Et surtout, je pense que ça commence par fais tes recherches. Fais tes recherches, pas forcément sur le BDSM, peut-être que c'est pas du tout ton truc, et c'est pas parce que tu t'intéresses pas au BDSM que tu peux pas libérer ta sexualité. Mais en fait, je pense que j'ai fait le travail. Franchement, je vous dis les gars, remplir ces documents Word qui m'envoyaient avec ces questions, c'était difficile. Vous croyez que je le faisais comme ça, genre c'était dur de me poser toutes ces questions, de me dire à moi-même, de me connecter à moi, de me dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux expérimenter avec lui, les aspects psychologiques, etc. Parce qu'il y a beaucoup de... Alors, j'ai vraiment effleuré la thématique du BDSM et si ça fait partie de votre lifestyle, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, parce que voilà, je suis pas une pro, c'est encore nouveau pour moi et surtout, voilà, c'était pas non plus le but de ce podcast de faire un podcast éducatif sur le BDSM. Il y en a d'autres qui font ça très bien et beaucoup mieux que moi. Mais voilà, renseignez-vous, éduquez-vous, lisez des livres, écoutez des podcasts. Je pense que ça peut commencer par là. Voilà, allez chercher des podcasts qui parlent de sexualité, qui vont peut-être ouvrir votre esprit. Et sortez de votre zone de confort, apprenez à communiquer. Au début, c'est inconfortable, c'est genre cringe, j'ose pas dire ça. Faites-le. Parce que c'est plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel. Moi, tout ce que j'ai vécu avec cet homme m'a énormément débloqué, mais j'ai continué à faire le travail après, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, notamment en 2024, où voilà, enfin, j'étais face à eux. Et il y a eu le moment où, voilà, il faut exprimer qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je veux que tu me touches, qu'est-ce que je veux que tu me fasses, etc. Et là, il faut parler. Au début, ça restait quand même inconfortable. Et plus tu le fais, plus tu sors de ta zone de confort, plus ça devient normal, plus tu es en face à des personnes, et j'espère que tu vas l'être, sincèrement, parce que c'est hyper important,
des personnes qui vont valider tes ressentis, qui vont te faire te sentir safe, plus ça va devenir facile. Et aujourd'hui, j'ai plus aucun problème à juste dire ce que j'aime, dire ce que je veux, à guider l'autre personne pour qu'elle puisse faire les choses comme j'aime qu'elles soient, et à juste dire oui à mon corps quand il a envie de faire l'amour. Voilà, tout simplement. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Je vais m'arrêter là. Le workshop Astro 2024, j'en fais un petit plug. Un petit plug. No comments. Voilà, le workshop Astro 2026, pardon. Oh là là, phase folliculaire, hein, ça va bien se passer. Heureusement que j'ai pas fait cet épisode pendant ma phase ovulatoire parce que là, je serais partie. Hein. Le workshop Astro 2026, les gars, pour comprendre comment l'astrologie de 2026 va pouvoir vous impacter, vous, sur votre thème astral. Allez-vous vivre une libération sexuelle? Vous allez pouvoir le déterminer grâce au workshop. Non, vraiment, blague à part, vous allez pouvoir déterminer exactement comment tout ce qui va se passer va pouvoir vous impacter. Voilà. Je vous attends dans les DM, prenez soin de vous et je vous retrouve dimanche pour un nouvel épisode du podcast J'aime trop ton signe. Bye!